Since its debut in 2013, Mountain Monsters has carved out a unique place in paranormal television, drawing audiences into the rugged, shadowy wilderness of Appalachia, alongside a team of investigators who felt as authentic as the legends they pursued. The Ames team, led by the late John Trapper Tice, and made unforgettable by personalities like Wild Bill, Jeff Huckleberry Willie and Buck, became more than just a group of hunters chasing myths. They became a family that viewers connected with, a group bound by loyalty, humor, and a shared obsession with uncovering what might be lurking in the dense forests and remote hollows of West Virginia, Kentucky, Virginia, and beyond. Their chemistry, their arguments, their victories, and even their failures created an experience that felt raw and immersive, as if the audience wasn't just watching but walking beside them through the dark. Au fil des ans, la série ne s'est pas contentée de suivre le folklore, elle l'a élargi. L'équipe a chassé toutes sortes de choses, des variantes du Bigfoot aux créatures canines, insaisissables des diables des Appalaches, dont on chuchote l'existence depuis des générations, aux cryptides si obscurs qu'ils semblent n'exister que dans des fragments de mémoire locale. À chaque saison, les enjeux sont devenus plus importants, les pièges plus élaborés et les environnements plus dangereux. Ce qui a commencé comme une émission de chasse aux créatures a progressivement évolué vers quelque chose de plus intense, de plus imprévisible, brouillant la frontière entre la narration et la réalité. La chaîne Travel Channel a diffusé des centaines d'épisodes, et à chaque fois, la base de fans s'est renforcée, attirée non seulement par le mystère des créatures, mais aussi par le lien qui unit les hommes qui les chassent. Mais derrière tous les épisodes diffusés, derrière les chasses dramatiques et les récits soigneusement montés, il existe une séquence qui n'a jamais atteint le public. Un épisode qui a été filmé, revu, puis effacé si complètement qu'il n'était plus jamais censé être diffusé. Il ne s'agissait pas d'un cas de divergence créative ou de conflit de calendrier. Il n'a pas été retardé ou retravaillé. Selon plusieurs personnes familières avec la production, la décision a été immédiate et absolue. La séquence a été jugée si dérangeante, si potentiellement dangereuse et si problématique sur le plan éthique que les responsables ont fait le choix rare et extrême de l'interdire complètement et de s'assurer qu'elle ne pourrait jamais être diffusée ou faire l'objet d'une fuite. Ce qui s'est passé au cours de cette enquête a largement dépassé les limites du divertissement. Il a franchi un territoire qu'aucune équipe de production n'est jamais vraiment préparée à affronter, où la frontière entre documenter un mystère et être témoin de quelque chose de réel et de profondément troublant disparaît complètement. Ceux qui étaient là sont restés largement silencieux, liés non seulement par des accords juridiques, mais peut-être par quelque chose de plus personnel, un désir de se distancer de ce qu'ils ont vu. Et pourtant, malgré ce silence des fragments de vérité, on commençait à faire surface peignant le tableau d'une enquête qui s'est transformée en quelque chose que personne n'avait prévu. L'épisode en question a commencé comme beaucoup d'autres, avec une piste liée à une légende locale, un cryptide connu sous le nom de Midnight Whistler. Les rapports décrivent une grande silhouette humanoïde se déplaçant silencieusement dans les forêts de l'Est du Kentucky, n'apparaissant que la nuit et émettant un sifflement étrange qui semblait résonner dans plusieurs directions à la fois. Des témoins ont affirmé que du bétail avait disparu sans explication, et les observations se sont concentrées dans une région si éloignée qu'elle semblait presque coupée du reste du monde. Pour l'équipe de l'Ames, ce type d'isolement était généralement idéal, un endroit où les distractions étaient minimales et où l'enquête pouvait se dérouler sans interférence. Atteindre le lieu de tournage n'a cependant pas été une mince affaire. Selon un membre de l'équipe présent lors du tournage, le voyage a nécessité des heures de marche à travers un terrain difficile, loin de toute route établie ou de toute ville proche. La couverture des téléphones portables était pratiquement inexistante, et une fois sur place, ils étaient effectivement livrés à eux-mêmes. C'était le genre d'environnement qui amplifiait chaque son, chaque mouvement, chaque ombre. Un cadre parfaitement adapté à la poursuite de légendes, mais qui pouvait aussi rapidement devenir dangereux si quelque chose tournait mal. Au cours de la phase initiale de repérage, avant même le début de l'enquête principale, l'équipe a commencé à remarquer des détails qui ne cadraient pas avec l'image d'une nature sauvage et intacte. Il y avait des signes d'activité humaine récente dans des endroits qui auraient dû être complètement abandonnés. Des traces de pneus traversaient des zones qui auraient dû être inaccessibles et des débris épars suggéraient que des personnes avaient vécu ou travaillé là pendant de longues périodes. Ce n'était pas seulement la présence d'êtres humains qui était troublante, c'était l'ampleur et l'organisation de cette présence.
Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la zone, les preuves devenaient plus difficiles à ignorer. Ils ont trouvé des réservoirs de propane, des générateurs portables, des bâches et des abris de fortune. Des fournitures qui indiquaient plus qu'une simple visite de passage. Il ne s'agissait pas d'un campement mais de quelque chose de plus permanent, de plus structuré. Jeff, s'appuyant sur sa grande expérience du plein air, aurait fait remarquer qu'il semblait qu'une sorte d'opération était menée au plus profond de la forêt, loin de toute surveillance. Cette prise de conscience a commencé à changer le ton de l'enquête, transformant la curiosité en malaise. Puis vint la découverte qui changea tout. Caché dans une végétation dense, presque invisible, à moins de savoir exactement où regarder, l'équipe a trouvé des structures qui semblaient être des zones de confinement de fortune. Construites à partir de clôtures à mailles losangées et de bois brut, ces enceintes étaient clairement conçues pour contenir quelque chose. Des personnes ou de gros animaux, il était impossible de le dire à première vue. Ce qui était encore plus troublant, c'était l'état des structures. Elles montraient des signes d'utilisation récente. À ce moment-là, toute l'atmosphère a changé. Ce qui avait commencé comme une recherche d'un cryptide ne ressemblait plus à une chasse au folklore. Ils avaient l'impression d'être tombés sur quelque chose de réel, de potentiellement criminel et de potentiellement dangereux. Trappés, reconnaissant la gravité de ce qu'ils avaient trouvé, auraient voulu partir immédiatement et contacter les autorités. Mais la production, poussée par l'instinct de documenter, a poussé à continuer à recueillir des images tout en informant les forces de l'ordre local de la situation. Tout en continuant à documenter le site, à capturer des images et à discuter de ce qu'ils voyaient, les membres de l'équipe se sont enfoncés dans le terrain environnant. C'est au cours de cette exploration prolongée que l'enquête a pris sa tournure la plus sombre. À environ 800 mètres des structures de confinement dans un ravin partiellement dissimulé par la végétation, 2 membres de l'équipe ont remarqué quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Wild Bill et Buck s'étaient approchés d'une zone où le sol s'abaissait brusquement, formant un ravin escarpé et ombragé. D'en haut, quelque chose attira leur attention, quelque chose qui ne semblait pas naturel sur le sol de la forêt. En descendant pour enquêter, ils réalisèrent rapidement ce qu'ils voyaient. Sous des couches de feuilles et de débris se trouvaient des restes squelettiques indubitablement humains. La réaction a été immédiate, les recherches ont cessé et le reste de l'équipe a été appelé. Ce qui n'était qu'une découverte troublante quelques instants auparavant est devenu une situation grave et urgente. Le protocole exigeait que les forces de l'ordre soient averties immédiatement et que la zone soit sécurisée. Mais l'éloignement de l'endroit compliquait tout. Le bureau du shérif le plus proche était à plus d'1 heure de route et pour atteindre le site lui-même, les adjoints auraient besoin de plus de temps pour marcher à travers le même terrain difficile. En attendant l'arrivée des autorités, l'équipe a reçu l'ordre de rester sur place et de documenter ce qu'elle avait trouvé. Et c'est ainsi que l'ampleur de la situation a commencé à se révéler. Un examen plus approfondi du ravin a permis de découvrir d'autres restes. Au moins 3 personnes, chacune à un stade de décomposition différent. La position des corps suggère qu'ils ne se sont pas retrouvés là par hasard. Il ne s'agissait pas de randonneurs égarés ou de morts naturelles. Les preuves indiquent une élimination délibérée, peut-être sur une longue période de temps. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement troublant, c'était horrible. La possibilité qu'ils soient tombés sur un dépôt de victimes, potentiellement lié à l'opération qui se déroulait dans la forêt, changeait tout. L'impact émotionnel sur l'équipe a été immédiat et visible, et les caméras ont tout filmé. Le choc, la confusion, le sentiment croissant d'effroi. Et pourtant les caméras n'ont pas cessé de tourner. Alors que l'équipe attendait les forces de l'ordre, elle a continué à documenter la scène, à capturer des images en gros plan des restes, à discuter de ce qu'elle voyait et à spéculer sur ce qui avait pu se passer à cet endroit. C'était brut sans filtre et profondément troublant. Ces images, plus que toute autre chose, deviendront plus tard la raison principale pour laquelle l'épisode n'a jamais été autorisé à être diffusé. Parce que ce qui avait été enregistré n'était plus du divertissement. C'était quelque chose de bien plus réel, de bien plus sensible et de bien plus complexe sur le plan éthique que tout ce que l'émission avait jamais tenté de présenter. Et une fois que cette ligne avait été franchie, il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. Alors que l'équipe de Mountain Monsters attendait l'arrivée des forces de l'ordre à l'endroit où ils avaient découvert des restes humains, ils ont fait une rencontre qui a fait passer la situation de découverte inquiétante à véritable danger. Environ 40 minutes après avoir trouvé les restes, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus seuls dans la zone. Nous avons commencé à entendre des moteurs de véhicules au loin, ce qui était étrange,
car nous étions à des kilomètres de toute route accessible aux véhicules normaux, a expliqué le membre de l'équipe. Nous avons alors entendu des voix, plusieurs personnes, qui se déplaçaient dans la forêt en direction de notre emplacement. Trappé a dit à tout le monde de ne pas faire de bruit et de rester ensemble. Nous n'avions aucune idée de qui venait et s'il y avait un lien avec ce que nous avions trouvé. Le groupe qui s'approchait s'est avéré être des individus armés, au moins 6 hommes, portant des fusils et des armes de poing vêtues d'un mélange de vêtements de chasse et d'équipements tactiques. Il ne s'agissait pas de forces de l'ordre et ils n'étaient pas amicaux. Les caméras ont filmé toute la confrontation, y compris le moment où les hommes armés ont émergé de la forêt et ont fait face à l'équipe des Mountain Monsters. Ils ont exigé de savoir ce que nous faisions là, qui nous étions, et si nous avions appelé quelqu'un à révéler la source. Trappé a tenté de désamorcer la situation en expliquant que nous filmions une émission de télévision, mais ces types n'étaient pas intéressés par des explications. Ils ont vu notre matériel de prise de vue, ce qui les a rendus plus agressifs, pas moins. Ils ne voulaient pas de témoins, ni de documentation sur ce qu'ils étaient en train de faire. La confrontation était tendue et réellement dangereuse. Les hommes armés ont fouillé l'équipement de l'équipe, visionné certaines des séquences qu'ils avaient filmées et discuté entre eux de ce qu'il fallait faire pour remédier à la situation. Tout au long de cette épreuve, au moins une caméra est restée en marche cachée dans les sacs d'équipement, capturant des enregistrements audio et des vidéos partielles de ce qui se passait. Nous pouvions les entendre parler de la possibilité de nous laisser partir, de détruire notre équipement, de nous garder jusqu'à ce qu'ils trouvent de quoi faire, a déclaré le membre de l'équipage. Il y avait une véritable crainte que nous ne soyons pas autorisés à partir ou pire encore. Wild Bill et Huckleberry portent tous deux des armes à feu lors de leurs enquêtes, mais ils sont largement inférieurs en nombre et toute confrontation aurait été désastreuse. La situation est résolue lorsque l'un des hommes armés reçoit un appel téléphonique, probablement de quelqu'un de plus haut placé dans l'organisation qu'il représente, et reçoit des instructions. L'équipe reçoit l'ordre de partir immédiatement, de prendre son équipement et de ne jamais revenir dans cette zone ni d'en révéler l'emplacement. Ce qui rend l'épisode Band Mountain Monsters particulièrement troublant, ce n'est pas seulement ce que l'équipe a découvert ou la confrontation dangereuse qu'elle a vécue, c'est la séquence elle-même qui montre une terreur et un traumatisme authentique qui vont bien au-delà de ce que l'on voit habituellement dans les émissions de divertissement sur le paranormal. La séquence brute de cette enquête montre l'équipe dans des états de peur et de détresse qui ne sont pas des performances, a expliqué un membre de l'équipe de production qui a examiné le matériel. Ce sont des hommes de plein air expérimentés, des gens qui ont vécu des situations difficiles, mais on peut voir dans la séquence qu'ils ont vraiment peur. Il n'y a pas de plaisanterie, pas de bravade, juste une peur réelle de ne pas s'en sortir sains et saufs. L'enregistrement audio de la confrontation armée est particulièrement troublant. On entend les membres de l'équipe essayer de négocier avec les hommes armés, les supplier de les laisser partir et leur promettre de ne pas révéler ce qu'ils ont trouvé. Le désespoir dans leur voix, la peur sincère de la violence, ou pire, créent un contenu beaucoup trop intense pour le public typique de la série. Il y a un moment dans la séquence où l'un des hommes armés chamboule son fusil, tout en se tenant au-dessus de Buck, qui est au sol, à révéler la source. On peut entendre Buck dire « S'il vous plaît, nous avons des familles, nous partirons et ne reviendrons jamais ». Ce n'est pas du divertissement, c'est de la documentation sur des gens qui craignent pour leur vie. Les images des restes humains sont également beaucoup trop graphiques pour être diffusées, alors que les documentaires sur le crime incluent parfois de telles images avec des avertissements et un contexte approprié. Mountain Monsters est fondamentalement un programme de divertissement destiné à un large public. Les plans détaillés des restes de squelettes. Les discussions de l'équipe sur les traces de traumatisme sur les os et la documentation générale de la scène ont été jugés trop perturbants pour le format de l'émission. En outre, les séquences montrent que les membres de l'équipe en proie à une détresse psychologique qui dépasse ce qui est approprié pour la télévision de divertissement. Huckleberry peut être vu en train de faire ce qui semble être une crise de panique pendant l'affrontement. Wild Bill s'effondre après le départ des hommes armés submergés par le stress de la situation. Ces moments de véritable traumatisme psychologique ne conviennent pas à une émission qui se veut un divertissement axé sur l'aventure. La chaîne a examiné la séquence et a immédiatement reconnu qu'elle ne pouvait pas être diffusée sous quelque forme, que ce soit, a expliqué le membre de l'équipe de production. Il ne s'agissait pas de faire un montage ou d'ajouter un contexte. La nature fondamentale de ce qui a été filmé était trop intense, trop réelle et trop traumatisante pour être présentée comme un divertissement.
D'un point de vue juridique, les séquences contenaient potentiellement des preuves liées à des crimes graves, y compris des homicides multiples, a expliqué un consultant juridique connaissant bien l'affaire. Il existe des protocoles stricts pour la manipulation de ces preuves, des exigences en matière de chaîne de possession et l'interdiction de contaminer les scènes de crime. L'équipe des Mountain Monsters, bien que bien intentionnée, a traversé une scène de crime active, risquant de compromettre des preuves avant que les forces de l'ordre ne puissent correctement sécuriser et enquêter sur la zone. Les représentants des forces de l'ordre qui sont intervenus sur les lieux ont exprimé leur frustration du fait que la zone avait été perturbée avant qu'ils n'arrivent. Bien que l'équipe ait essayé de préserver la scène après avoir réalisé ce qu'elle avait trouvé, le simple fait d'être présent et de filmer a potentiellement compromis les preuves médico-légales. La diffusion des images de cette scène pourrait compliquer davantage les poursuites judiciaires pour tout crime découvert lors de l'enquête sur le lieu. Des discussions ont eu lieu pour savoir si la société de production pouvait être tenue responsable d'avoir interféré avec une enquête criminelle ou d'avoir compromis des preuves, a poursuivi le consultant. Bien qu'aucune charge n'ait finalement été retenue, les risques juridiques liés à la diffusion des images étaient considérables. Si les avocats de la défense pouvaient faire valoir que les preuves avaient été contaminées par la présence de l'équipe de télévision, cela pouvait avoir une incidence sur les poursuites. Les questions éthiques étaient tout aussi complexes. Les restes humains découverts représentaient potentiellement des victimes de violences dont les familles méritaient d'être informées et de tourner la page par les voies appropriées, et non par le biais de la télévision de divertissement. La diffusion d'images de ces restes sans le consentement des familles, sans contexte approprié et dans le cadre d'une émission de chasse aux cryptides serait profondément irrespectueuse. La société de production avait une responsabilité envers les familles des victimes potentielles, a déclaré la consultante. Ces familles méritent d'être informées de la mort de leurs proches par les services d'aide aux victimes des forces de l'ordre et non en regardant une émission de télévision câblée. La diffusion des images aurait été indéfendable d'un point de vue éthique. En outre, la confrontation armée a soulevé la question de savoir si la diffusion des images mettrait l'équipe en danger. Si l'organisation criminelle qu'ils avaient rencontrée reconnaissait l'endroit ou estimait que son opération avait été exposée, les membres de l'équipe pouvaient faire l'objet de représailles. Les menaces proférées au cours de la confrontation ont été prises au sérieux par les consultants en sécurité. La chaîne Travel Channel a été confrontée à une situation sans précédent avec les images interdites de Mountain Monsters, un matériel trop problématique pour être diffusé, mais aussi trop sensible pour être simplement archivé. La décision a finalement été prise d'aller au-delà de l'interdiction de l'épisode et de détruire complètement les séquences, ce qui est rare dans la production télévisuelle. Les réseaux ne détruisent presque jamais complètement les séquences, a expliqué un connaisseur du processus décisionnel. Habituellement, les contenus interdits ou mis de côté sont archivés, avec des contrôles d'accès stricts, mais dans ce cas, la décision a été prise que les séquences représentaient une telle responsabilité et un tel risque pour la sécurité qu'elles devaient être définitivement détruites. L'ordre de destruction a été donné par les plus hautes instances de Discovery Inc., la société mère de Travel Channel. Le conseiller juridique a indiqué que le fait de conserver les séquences créait des risques de responsabilité permanente, car elles pouvaient potentiellement être citées à comparaître dans le cadre d'une procédure pénale, faire l'objet d'une fuite malgré les mesures de sécurité ou être consultées dans le cadre d'une procédure de communication de pièces au civil. Le raisonnement était le suivant: tant que les séquences existaient, elles représentaient un risque. L'initié a expliqué qu'il y avait un risque de complications juridiques en cas de citation à comparaître ou de fuite, un risque pour les membres de l'équipe si l'organisation criminelle découvrait l'existence des images et voulait les détruire, et un risque de violation de l'éthique si les images étaient divulguées. La solution la plus sûre était la destruction complète avec des documents prouvant que les images n'existaient plus. Le processus de destruction a été mené de manière systématique. Toutes les images originales des caméras ont été démagnétisées ou physiquement détruites. Les disques durs contenant des copies ont été détruits en utilisant les protocoles de destruction de données standards du ministère de la Défense. Les sauvegardes dans le nuage ont été supprimées et écrasées. Toutes les copies détenues par la société de production Le Réseau ou les installations de post-production ont été comptabilisées et détruites. Ils ont fait appel à des spécialistes de la sécurité des données pour s'assurer qu'il ne restait rien à poursuivre la source.
L'affaire a été traitée avec le même sérieux que la destruction d'informations classées secrètes. À chaque étape des documents prouvait que des fichiers spécifiques avaient été définitivement détruits et ne pouvaient être récupérés. Cependant, la destruction ne pouvait pas tenir compte des copies personnelles que les membres de l'équipe ou l'équipe de tournage auraient pu conserver. Dans le cadre du processus de destruction, tous les membres du personnel qui avaient été présents pendant le tournage ou qui avaient eu accès aux séquences ont dû signer des déclarations sous serment indiquant qu'ils ne possédaient aucune copie et qu'ils n'essaieraient pas de reproduire ou de discuter du contenu en public. Tout le monde a été informé en termes explicites que toute tentative de conserver, de copier ou de divulguer les images entraînerait des poursuites judiciaires immédiates, a déclaré l'initié. L'épisode des monstres de la montagne interdite a eu des répercussions psychologiques et professionnelles durables sur toutes les personnes impliquées, bien au-delà des suites immédiates de l'enquête. Les membres de l'équipe et l'équipe qui ont vécu les événements et ont été témoins de ce qui a été filmé ont lutté contre un traumatisme qui a affecté leur travail et leur vie personnelle. Plusieurs membres de l'équipe ont quitté Mountain Monsters après cet incident, a révélé une source proche de la production. Ils ont décidé qu'aucune émission de télévision ne valait la peine de vivre ce qu'ils avaient vécu, de retrouver des corps, de faire face à des criminels armés, de craindre pour leur vie. Certains ont quitté l'industrie complètement, trouvant d'autres carrières où ils se sentaient plus en sécurité. Les membres de l'équipe d'Ams eux-mêmes ont été profondément affectés. Trappé, qui a dirigé l'équipe jusqu'à sa mort en 2019, se serait senti coupable d'avoir décidé de poursuivre l'enquête, alors que les premiers signes d'alerte indiquaient que la zone était dangereuse. Il s'est senti responsable d'avoir placé son équipe dans une situation qui aurait pu entraîner des blessures graves, voire la mort. Trapper a parlé à ses proches collaborateurs de son sentiment d'avoir failli à sa responsabilité d'assurer la sécurité de l'équipe. La source a expliqué qu'il était le chef et qu'il pensait qu'il aurait dû reconnaître le danger plus tôt et faire sortir tout le monde avant que la situation ne s'aggrave. Cela lui a pesé. Wild Bill et Huckleberry, qui ont tous deux vécu des moments particulièrement intenses lors de l'incident, ont dû faire face à des séquelles psychologiques. Ils ont tous deux présenté des symptômes correspondant au syndrome de stress post-traumatique, SSPT, des cauchemars de l'hypervigilance et des difficultés à retourner dans des lieux éloignés pour le tournage. Ils ont cherché à se faire conseiller, mais ont constaté que la thérapie traditionnelle n'était pas entièrement utile car ils ne pouvaient pas discuter pleinement de ce qui s'était passé en raison des accords de non-divulgation. Comment traite-t-on un traumatisme quand on ne peut pas en parler, demande la source. Ils étaient tenus par des accords juridiques de ne pas discuter des détails de ce qui s'est passé, ce qui a rendu difficile l'obtention d'une aide psychologique appropriée. Ils ont dû surmonter cette épreuve tout en gardant le secret sur les événements réels. L'incident a également modifié le mode de fonctionnement de Mountain Monsters. La société de production a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité, exigeant des repérages plus approfondis des lieux de tournage, des vérifications des antécédents, afin d'identifier les activités criminelles ou les dangers potentiels, et la présence de personnel de sécurité pendant les enquêtes dans les zones particulièrement reculées. L'épisode interdit a servi de rappel à l'ordre, en montrant que leurs aventures dans les lieux reculés des Appalaches n'étaient pas toujours sûres, a expliqué la source. Les zones isolées présentent de réels dangers, non pas à cause des cryptides, mais à cause des criminels qui profitent de cet isolement pour se livrer à des activités illégales. L'équipe s'est devenue plus prudente et plus disposée à interrompre ses investigations lorsque les choses ne semblaient pas aller. À la suite de la découverte de l'équipe Mountain Monsters et de son signalement aux autorités, une importante enquête a été lancée par les forces de l'ordre sur le lieu, les restes humains et les activités criminelles qui semblaient se dérouler dans cette forêt isolée du Kentucky. Les résultats de cette enquête ont révélé l'ampleur de ce sur quoi l'équipe était tombée sans le savoir. Les forces de l'ordre ont découvert que la zone était utilisée par une organisation criminelle impliquée dans le trafic et la production de drogue, a révélé une source ayant connaissance de l'enquête. Les structures trouvées par l'équipe faisaient partie d'une opération de production et de distribution de méthamphétamine qui opérait dans cette zone reculée depuis des années. L'isolement en faisait un lieu idéal pour les activités illégales, car les forces de l'ordre s'aventuraient rarement sur un terrain aussi difficile. Les restes humains découverts par l'équipe étaient liés à l'opération criminelle. Bien que tous les détails n'aient jamais été rendus publics en raison des enquêtes et des poursuites en cours, des sources indiquent que les restes étaient des personnes qui avaient été impliquées dans l'organisation, qu'il s'agisse de membres devenus passifs d'informateurs
ou de personnes qui avaient franchi les limites de l'organisation et avaient été assassinées pour avertir les autres. Et il ne s'agissait pas d'une décharge de tueurs en série à expliquer la source. Il s'agissait d'assassinats ciblés liés au crime organisé. Les individus qui ont affronté l'équipe des Mountain Monsters étaient des membres subalternes de cette organisation qui protégeait leur territoire et leurs opérations contre toute découverte. L'opération policière qui a suivi a impliqué plusieurs agences, dont la DEA, le FBI et la police d'État. L'enquête a conduit à de nombreuses arrestations, au démantèlement du trafic de drogue, ainsi qu'à la récupération et à l'identification d'autres restes sur le site. La découverte accidentelle de l'équipe des Mountain Monsters a mis au jour une importante opération criminelle qui opérait sans être détectée depuis des années. Ironiquement, l'enquête de l'équipe sur les cryptides a eu des résultats positifs dans le monde réel, a indiqué la source. Des familles ont pu retrouver leurs proches disparus, une opération criminelle dangereuse a été arrêtée. La zone est devenue plus sûre, mais rien de tout cela n'a pu être rendu public en raison de la sensibilité des enquêtes et de la nécessité de protéger l'équipe contre des représailles. Les poursuites pénales qui ont résulté de l'enquête ont exigé une stricte confidentialité sur la façon dont l'emplacement a été découvert initialement. Les forces de l'ordre se sont efforcées d'établir une cause probable pour leur enquête qui ne reposait pas sur les images des Mountain Monsters, évitant ainsi les complications liées au mandat, à la recevabilité des preuves et à l'implication de civils dans la découverte. Les procureurs souhaitaient que le lien avec les Mountain Monsters n'apparaisse pas dans la procédure judiciaire, a expliqué la source. Les avocats de la défense auraient pu contester les preuves en soulignant qu'une équipe de télévision avait contaminé la scène avant que les forces de l'ordre n'aient pu mener une enquête en bonne et due forme. L'épisode interdit et détruit des Mountain Monsters rappelle brutalement les dangers potentiels et les complexités éthiques inhérents à la télé-réalité, en particulier aux émissions qui envoient des personnes dans des environnements éloignés et non contrôlés à la recherche d'un contenu divertissant. Cet incident montre que la télé-réalité n'est pas toujours contrôlée ou sûre, a expliqué un analyste du secteur de la télévision. Lorsque vous envoyez des équipes dans des endroits véritablement éloignés et isolés, vous jetez les dés sur ce qu'elles pourraient rencontrer. La plupart du temps, tout se passe sans incident. Mais il arrive qu'ils tombent sur des dangers réels des activités criminelles, des risques environnementaux, des situations que les sociétés de production ne sont pas équipées pour gérer en toute sécurité. L'affaire Mountain Monsters illustre comment la recherche d'un contenu captivant peut conduire les productions dans des situations réellement dangereuses. La pression exercée pour trouver des lieux spectaculaires et enquêter sur des rapports mystérieux peut l'emporter sur la prudence et l'évaluation correcte des risques, mettant ainsi en danger les talents et l'équipe de tournage. Il existe une tension inhérente entre la sécurité et la production d'un contenu captivant. L'analyste a poursuivi en disant que les enquêtes sûres et contrôlées ne font pas une télévision passionnante, mais qu'aller dans des zones vraiment éloignées et non surveillées signifie accepter des risques qui se manifestent parfois d'une manière qui va bien au-delà de ce que l'on avait prévu. L'incident soulève également des questions sur la responsabilité et le devoir de diligence. Lorsque des sociétés de production envoient des personnes dans des situations potentiellement dangereuses dans le but de créer un divertissement, quelles sont leurs obligations en matière de sécurité? Lorsque ces personnes sont confrontées à un véritable danger qui en porte la responsabilité, l'équipe de Mountain Monsters n'était pas préparée à ce qu'elle a rencontré, car comment aurait-elle pu l'être, a noté l'analyste. Il s'agit de chasseurs de cryptides qui ne sont pas formés pour découvrir des scènes de crime ou affronter des criminels armés, alors que la nature de leur émission exigeait qu'ils se rendent dans des endroits reculés où de telles rencontres sont possibles. La société de production avait le devoir de mieux se préparer à ce genre d'éventualité. Pour les fans de Mountain Monsters et d'autres émissions similaires, l'épisode de la bande donne à réfléchir sur ce qu'ils regardent. Les aventures sont réelles, les lieux sont vraiment éloignés, et les dangers vont au-delà du divertissement scénarisé. L'expérience de l'équipe qui trouve des restes humains et affronte des criminels armés représente le pire scénario de la télé-réalité qui croise les dangers du monde réel. Les téléspectateurs oublient parfois que ce qu'ils regardent implique de vraies personnes dans de vrais endroits, confrontées à de vrais risques, a déclaré l'analyste. L'équipe de Mountain Monsters est composée d'artistes, mais ce sont aussi de vraies personnes qui se rendent réellement dans ces régions reculées. Et ce qu'elles rencontrent est parfois bien plus dangereux que n'importe quelle créature légendaire.
L'héritage durable est le rappel que certaines découvertes sont trop sérieuses pour la télévision de divertissement. Mountain Monsters a bâti sa réputation sur des rencontres spectaculaires avec des créatures des pièges élaborés et la poursuite intrépide des cryptides des Appalaches par l'équipe de l'AIMS. Pendant des années, les téléspectateurs ont vu Trapper Wild, Bill Jeff, Huckleberry Willy et Buck s'aventurer dans des creux sombres et des montagnes reculées et en ressortir avec des histoires d'épreuves et des incidents évités de justesse qui font de la télévision une émission captivante. La série a repoussé les limites enquêtées dans des endroits dangereux et documenté des phénomènes qui brouillent la frontière entre le folklore et la réalité. Mais il y a un épisode qui a dépassé les bornes, une enquête si violente, si véritablement terrifiante et si dangereuse qu'elle a été filmée, examinée, puis définitivement interdite de diffusion. Cette décision n'a pas été prise à la légère ou pour l'effet dramatique. Selon des sources proches de la production, les cadres de la chaîne, les équipes juridiques et même les acteurs eux-mêmes ont convenu que ce qui s'était passé au cours de cette enquête était trop perturbant, trop réel et trop potentiellement traumatisant pour une diffusion publique. L'épisode interdit impliquait une enquête dans une région reculée de Virginie occidentale, une région avec une sombre histoire de violence et de légendes locales troublantes. L'équipe s'attendait à ce que les choses se passent comme d'habitude. Un témoignage local pourrait être la preuve de l'existence d'un cryptide, peut-être une rencontre nocturne spectaculaire. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est une attaque coordonnée et soutenue par quelque chose qui a démontré une intelligence claire, une intention malveillante et des capacités qui dépassent de loin tout ce qu'ils ont connu auparavant. Plusieurs membres de l'équipe ont été physiquement blessés au cours de l'incident. Du matériel a été détruit. Le traumatisme psychologique a été suffisamment grave pour que 2 membres de l'équipe démissionnent immédiatement après le tournage, refusant de travailler à nouveau sur Mountain Monsters. Les images brutes, qui n'ont été vues que par une poignée de personnes, montreraient l'équipe en proie à une véritable terreur, abandonnant son enquête et s'enfuyant pour sauver sa vie. Ce qui s'est passé pendant l'épisode interdit de Mountain Monsters représente tout ce qui peut aller de travers lorsque les activités de divertissement pénètrent dans un territoire véritablement dangereux, lorsque la recherche d'une télévision captivante l'emporte sur les considérations de sécurité et lorsque quelque chose dans l'obscurité se défend contre ceux qui s'immiscent dans son domaine. Voici l'histoire de l'épisode qu'ils ont interdit à jamais et de l'attaque qui a changé Mountain Monsters pour toujours. L'enquête de l'épisode interdit s'est déroulée dans une vallée isolée du sud de la Virginie occidentale, une zone que les habitants avaient déconseillé à l'équipe de production de visiter. L'endroit avait une histoire documentée de violences, de disparitions et de phénomènes qui allaient au-delà des rapports typiques sur les cryptides vers quelque chose de plus sombre et de plus malveillant. Ce n'était pas comme nos enquêtes habituelles à révéler un ancien membre de l'équipe. La plupart des lieux sur lesquels nous enquêtons sont le théâtre de légendes d'histoire, et peut-être de quelques observations. Cet endroit comptait un grand nombre de cadavres. Des gens y sont morts non pas d'accident ou de cause naturelle, mais d'une violence qui n'a jamais été entièrement expliquée. Les habitants ne s'en approchaient pas après la tombée de la nuit, et plusieurs d'entre eux nous ont explicitement déconseillé de filmer à cet endroit. L'histoire de la région comprend de nombreuses disparitions non élucidées remontant à plusieurs décennies. Des chasseurs qui s'étaient aventurés dans le creux s'étaient volatilisés sans laisser de traces. Des randonneurs ont rapporté avoir été poursuivis par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir clairement, mais qui démontrait une poursuite coordonnée. Un cas particulièrement troublant concerne un homme qui a émergé des bois après 3 jours de disparition complètement traumatisé et refusant de parler de ce qu'il avait rencontré. Le folklore local décrit le creux comme maudit, habité par quelque chose d'antérieur à l'établissement des Européens. Des sources amérindiennes ont indiqué que la zone avait longtemps été évitée, considérée comme un lieu où vivaient des esprits malveillants. Plusieurs résidents âgés ont dit à l'équipe de production qu'il était irrespectueux et dangereux de filmer à cet endroit, et que certains lieux devraient être laissés en paix. Les signaux d'alarme étaient omniprésents, a poursuivi le membre de l'équipe. Des hommes de terrain expérimentés nous disent de ne pas y aller des documents historiques sur la violence et les disparitions, un sentiment palpable d'injustice à propos de l'endroit. Mais c'est exactement ce qui rend la télévision captivante. L'endroit interdit l'enquête dangereuse. La production a décidé que le potentiel d'image dramatique l'emportait sur les avertissements. L'équipe est arrivée en fin d'après-midi, prévoyant une enquête nocturne. La randonnée d'approche les a emmenés en terrain isolé, loin des routes ou des itinéraires d'évacuation faciles.
Les signaux des téléphones portables étaient inexistants. La communication avec le camp de base reposait sur l'équipement radio. Ils étaient engagés sur le site avec une capacité limitée de se retirer rapidement si quelque chose tournait mal. Cela s'est avéré être une erreur critique et presque fatale. Dès le moment où l'équipe de recherche est entrée dans la cavité, il y a eu des signes avant-coureurs indiquant que quelque chose n'allait pas du tout sur le site. Des signes qui rétrospectivement auraient dû entraîner un retrait immédiat, mais qui ont été rationalisés ou ignorés dans le but de poursuivre l'enquête. Les animaux étaient complètement silencieux. Wild Bill décrivit plus tard dans une rare interview sur l'incident: quiconque a passé du temps dans les forêts des Appalaches sait qu'il y a toujours des bruits des oiseaux, des insectes, des bruissements dans les sous-bois. Cet endroit était complètement silencieux au moment où nous y sommes entrés. C'est l'avertissement de la nature qu'un prédateur est présent. Nous aurions dû faire demi-tour à ce moment-là. Les chiens de l'équipe qui les accompagnent souvent lors des enquêtes refusent de pénétrer dans la cavité. Ils ont planté leurs pattes à la frontière gémissant et tirant vers l'arrière malgré les ordres et les encouragements. Ce comportement était très inhabituel. Il s'agissait de chiens de chasse expérimentés, entraînés à poursuivre le gibier sur n'importe quel terrain, mais ils refusaient catégoriquement d'aller de l'avant. L'équipement a commencé à dysfonctionner dès l'entrée sur le site. Les caméras ont subi des décharges de batterie alors qu'elles étaient complètement chargées. Les appareils GPS ont indiqué des positions incorrectes ou sont tombés en panne. Les boussoles tournant de façon erratique, incapables d'établir des directions cohérentes. Les communications radio avec le camp de base deviennent sporadiques et remplies de parasites et d'interférences étranges. Nous rencontrions des difficultés techniques d'un niveau que nous n'avions jamais connu auparavant, a expliqué Jeff Headley. Chaque équipement électronique se comportait de manière anormale. Dans un autre contexte, nous aurions abandonné l'enquête, mais nous avions des attentes de la part du réseau, un calendrier de production, une équipe constituée. La pression pour continuer malgré les signes avant-coureurs était intense. L'atmosphère elle-même était oppressante. Plusieurs membres de l'équipe ont décrit indépendamment des sensations d'être observés d'hostilité dans l'environnement, d'effroi sans source évidente. La température a chuté de façon notable au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la cavité, bien que les conditions météorologiques ne permettent pas d'expliquer un changement aussi rapide. Le plus inquiétant, ce sont les marques qu'ils ont découvertes, des symboles gravés dans les arbres, des arrangements de pierres et d'os qui semblaient délibérés et récents. Il ne s'agissait pas d'artefacts historiques ou de formations naturelles. Quelque chose les avait créés récemment peut-être en réponse à la présence de l'équipe. Les symboles ne correspondaient à aucun modèle culturel ou cryptique connu suggérant une intelligence opérant en dehors des cadres familiers. Malgré tous ces avertissements, l'enquête s'est poursuivie. L'assaut initial s'est produit environ 45 minutes après le début de l'enquête nocturne, prenant l'équipe complètement au dépourvu par sa violence soudaine et sa nature coordonnée. Ce qui s'est passé au cours de ces minutes terrifiantes a montré clairement qu'ils n'avaient pas affaire à un simple animal ou à une créature naturelle mal identifiée. Nous étions en train d'installer du matériel près d'une clairière lorsque des rochers ont commencé à nous frapper, a raconté Huckleberry. Il ne s'agissait pas de rochers tombant au hasard, mais de rochers lancés venant de plusieurs directions à la fois. Des pierres de la taille d'une balle de baseball assez puissante pour blesser. L'une d'elles a touché Buck à l'épaule et l'a fait tomber à genoux. Une autre a brisé un appareil photo, le détruisant complètement. Les jets de pierre ont continué pendant plusieurs minutes, provenant de positions dans la forêt environnante que l'équipe ne pouvait pas identifier visuellement, même avec un équipement de vision nocturne. La coordination était indubitable. Les pierres venaient de différents angles simultanément, suggérant que plusieurs attaquants travaillaient ensemble. Le ciblage était précis, visant des personnes et des équipements plutôt que des jets aléatoires. Lorsque l'équipe a tenté de se replier vers son point d'entrée, les attaques se sont intensifiées. De grosses branches se sont écrasées sur les arbres au-dessus d'eux, les manquant de quelques centimètres. Quelque chose d'énorme se déplaçait dans les broussailles, parallèlement à leur chemin, suivant leur rythme visible, uniquement par des mouvements inquiétants et des bruits de végétation, repoussés par quelque chose de taille considérable. L'imagerie thermique a capturé des signatures thermiques pendant cette phase, a révélé un membre de l'équipe qui a examiné les images. Plusieurs grandes signatures positionnées d'une manière qui suggérait que l'équipe était rassemblée, encerclée. Les signatures se sont déplacées avec détermination et coordination. Il ne s'agissait pas d'un comportement animal aléatoire, mais d'un comportement tactique.
Wild Bill a sorti son arme à feu pendant cette phase, la seule fois dans l'histoire de l'émission où un membre de l'équipe a sorti son arme pour se défendre réellement et non par précaution. Le fait qu'un homme aussi expérimenté et intrépide que Wild Bill ait ressenti le besoin de s'armer indique la gravité de la menace qui pesait sur eux. La première phase d'attaque s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Les jets de pierre ont cessé, le mouvement dans la forêt s'est arrêté et un silence inquiétant s'est installé. L'équipe se regroupe, évalue les blessures. La blessure à l'épaule de Buck est grave et plusieurs autres ont des coupures et des contusions mineures dues à des accidents évités de justesse. La décision rationnelle aurait été d'évacuer immédiatement. Au lieu de cela, après un débat et sous la pression de la production, ils décident de continuer à se documenter, pensant que le pire est passé. Ils se sont tragiquement trompés. Ce qui avait commencé comme une situation effrayante mais gérable s'est transformé en un assaut soutenu et terrifiant qui a duré des heures et a convaincu l'équipe qu'elle luttait pour sa vie. La deuxième phase de l'attaque a fait preuve d'une intelligence et d'une persistance qui dépassaient tout ce que l'on peut attribuer à des animaux connus ou à des phénomènes naturels. Vers 1h30, l'enfer s'est déchaîné, décrit Jeff. Nous essayons de rejoindre nos véhicules lorsque nous avons réalisé que nous étions complètement encerclés. Dans toutes les directions, nous avons rencontré des obstacles, des arbres tombés qui n'étaient pas là à l'entrée, où nous avons vu des mouvements et entendu des sons indiquant que quelque chose bloquait notre chemin. L'équipe s'est retrouvée piégée dans une partie de la cavité, incapable d'avancer ou de reculer. Les attaques sont devenues plus agressives et plus variées. En plus des objets lancés, ils ont subi ce qu'ils ne pouvaient décrire que comme des charges, quelque chose de grand, se précipitant vers leur position dans l'obscurité, s'arrêtant juste avant d'entrer en contact, comme s'ils testaient leur défense ou les terrorisaient délibérément. Les vocalisations sont peut-être les plus inquiétantes. Des sons provenant de la forêt environnante ont été décrits par les témoins comme ne ressemblant à rien de ce qu'ils avaient entendu auparavant. Ni animal, ni humain, mais quelque chose qui semblait destiné à inspirer la peur. Des cris, des rugissements, et ce qui ressemblait étrangement à des imitations de voix humaines appelant à l'aide dans l'obscurité. À un moment donné, nous avons entendu ce qui ressemblait à Trapper appelant à l'aide depuis les bois. Willie a raconté la voix encore ébranlée des années plus tard que Trapper se tenait juste à côté de moi. Quelque chose imitait sa voix, nous appelait, essayait de nous attirer dans la forêt. C'est alors que nous avons réalisé que nous avions affaire à une intelligence, quelque chose qui essayait activement de nous séparer et de nous éliminer. L'équipement a continué à échouer de façon catastrophique. Les lampes de poche se sont éteintes malgré des piles neuves. Les appareils photo ont mal fonctionné et plus grave encore, la communication radio avec le camp de base s'est complètement interrompue, les laissant isolés sans aucun moyen d'appeler à l'aide ou d'être évacués. L'assaut s'est poursuivi pendant environ 3h30, au cours desquelles les membres de l'équipe sont restés blottis les uns contre les autres, défendant leur position, subissant vague après vague des attaques qui semblaient destinées à briser leur cohésion et leur volonté. Plusieurs membres de l'équipe ont décrit plus tard cette expérience comme la plus terrifiante de leur vie, convaincus qu'ils ne survivraient peut-être pas jusqu'à l'aube. L'attaque soutenue a causé de nombreuses blessures parmi les membres de l'équipe et de l'équipage, certaines suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux immédiats et une hospitalisation. Le bilan physique de l'épisode interdit est allé bien au-delà des petites bosses et ecchymoses généralement associées aux enquêtes en plein air. La blessure à l'épaule de Buck, causée par le jet initial de pierre, s'est avérée plus grave que ce qui avait été évalué au départ. Ce qui semblait être une mauvaise ecchymose était en fait une clavicule fracturée, une blessure suffisamment douloureuse pour que Buck lutte pour continuer, mais que l'adrénaline et l'état de choc ont temporairement masqué. Il a dû subir une intervention chirurgicale et des mois de convalescence avec des séquelles qui le font encore souffrir. Huckleberry s'est gravement blessé à la cheville lorsque l'équipe a tenté de s'enfuir en terrain accidenté. Il s'est engagé dans une dépression cachée par la végétation et est tombé violemment, se roulant gravement les chevilles. La blessure a rendu l'évacuation difficile. Huckleberry a eu besoin d'aide pour marcher, ce qui a ralenti la capacité de l'ensemble du groupe à s'échapper du creux. Un caméraman a été blessé à la tête lorsqu'une pierre projetée a heurté son casque. Bien que le casque ait évité une blessure catastrophique, il a subi une commotion cérébrale et s'est trouvé dans un état de confusion et de désorientation qui a rendu l'évacuation d'urgence encore plus difficile.
L'évaluation médicale a confirmé par la suite une commotion cérébrale modérée, nécessitant des semaines de récupération et de repos cognitif. Les blessures étaient réelles et sérieuses. Un médecin de la production a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une mise en scène ou d'égratignures mineures exagérées pour la télévision. Il s'agissait d'urgences médicales légitimes survenues dans un endroit isolé, avec un accès limité aux soins médicaux et sans voie d'évacuation facile. Wild Bill a souffert de ce qu'il a décrit comme une crise de panique ou un épisode cardiaque pendant les moments les plus intenses de l'assaut, ressentant des douleurs thoraciques et un essoufflement suffisamment grave pour susciter des inquiétudes quant à des problèmes cardiaques. Bien qu'une évaluation médicale ultérieure n'ait révélé aucune lésion cardiaque, l'incident a mis en évidence le stress physiologique extrême subi par l'équipe. Plusieurs membres de l'équipe ont subi un choc psychologique pendant et après l'incident. Les symptômes comprenaient des tremblements, des difficultés à parler de manière cohérente, un débordement émotionnel et des états dissociatifs dans lesquels ils semblaient déconnectés de leur environnement. Ces réactions de stress indiquent un traumatisme qui va au-delà de la peur ou de la surprise habituelle. Les urgences médicales ont créé une situation critique. L'équipe devait être évacuée immédiatement pour que les membres blessés reçoivent des soins médicaux appropriés, mais pour ce faire, il fallait retraverser un terrain où ils étaient activement attaqués dans l'obscurité et où leur mobilité était compromise en raison de leurs blessures. La décision a été prise de tenter une retraite de combat vers leur véhicule plutôt que d'attendre l'aube. L'évasion de l'équipe du Creux est devenue une épreuve terrifiante qui a mis à l'épreuve leurs compétences de survie, leur cohésion en tant que groupe et leur capacité à fonctionner sous une contrainte extrême. Ce qui aurait dû être une randonnée de 30 minutes vers les véhicules a pris près de 3 heures de lutte désespérée à travers un terrain hostile tout en subissant des attaques intermittentes. Nous nous sommes déplacés en groupe serré, personne n'étant à plus d'une longueur de bras de l'autre, a décrit Jeff. Nous avons placé Huckleberry au milieu à cause de sa cheville en le soutenant entre 2 personnes. Buck souffrait beaucoup, mais il a refusé de nous ralentir. Toutes les quelques minutes, nous nous arrêtions, écoutions, évaluions si nous étions suivis ou sur le point d'être attaqués à nouveau. Le chemin de retour vers leur véhicule était fondamentalement différent du chemin d'entrée. Des arbres et de grosses branches bloquaient des chemins auparavant dégagés. Les zones qu'ils avaient traversées facilement quelques heures auparavant étaient désormais impraticables, les obligeant à faire des détours qui les exposaient davantage au danger. Certains membres de l'équipe pensent que ces obstacles ont été délibérément créés pour les désorienter et prolonger leur séjour dans la cavité. Les attaques se sont poursuivies pendant l'évasion, bien qu'elles aient été moins intenses qu'auparavant. Des pierres volaient encore parfois dans l'obscurité. Ils entendaient des mouvements parallèles à leur chemin suggérant qu'ils étaient suivis. La pression psychologique de savoir que quelque chose les suivait, attendant potentiellement de les attaquer, était aussi difficile à supporter que les obstacles physiques. À mi-chemin environ, nous avons entendu quelque chose d'énorme se déplacer dans la forêt devant nous. Bloquant notre chemin, se souvient Wild Bill. Nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes demandé si nous devions essayer de le contourner ou de le traverser. Les bruits qu'il faisait des branches qui cassaient des pas lourds indiquaient que quelque chose d'énorme se produisait. Nous avons finalement choisi de faire un détour, ce qui a ajouté 30 minutes à notre fuite. La communication radio avec le camp de base a été sporadiquement rétablie à mesure qu'ils avançaient vers le bord du creux, suffisamment pour leur faire comprendre qu'ils avaient besoin d'une assistance médicale à proximité des véhicules. Le personnel de production au camp de base, entendant les voix paniquées et blessées de l'équipe, a immédiatement contacté les services d'urgence. La dernière partie de l'évasion s'est déroulée dans la lumière de l'aube, ce qui a apporté un certain soulagement par rapport à la terreur de l'obscurité totale, mais a également révélé l'étendue de l'état physique de l'équipe. Ils étaient épuisés, blessés, sales, à cause des chutes et des escalades dans les sous-bois et psychologiquement brisés. Au moment où ils ont atteint les véhicules et le périmètre de la cavité, plusieurs membres de l'équipe se sont effondrés à cause de l'épuisement physique et émotionnel. Les suites immédiates de l'épisode interdit ont révélé l'ampleur réelle du traumatisme et des dommages causés par l'enquête. Plusieurs membres de l'équipe ont dû être hospitalisés, d'autres ont connu des crises psychologiques, et l'incident a entraîné des démissions qui ont eu un impact significatif sur la production future de Mountain Monster. Les services médicaux d'urgence attendaient les véhicules et ont immédiatement commencé à évaluer les blessures. Buck et Huckleberry ont été transportés en ambulance à l'hôpital le plus proche pour soigner respectivement leurs fractures et leurs blessures à la cheville.
Le caméraman commotionné a également été hospitalisé pour observation et évaluation neurologique. Dans les 48 heures qui ont suivi l'incident, 2 membres de l'équipe ont présenté leur démission immédiate, refusant de travailler un jour de plus sur Mountain Monsters sans tenir compte des obligations contractuelles ou des conséquences professionnelles. L'un d'eux était le caméraman qui avait subi une commotion cérébrale. L'autre était un technicien du son qui avait vécu l'agression de première main et avait décidé qu'aucun salaire ne valait la peine de répéter cette expérience. Ils en avaient complètement fini avec le spectacle. Un coordinateur de la production a révélé qu'aucune persuasion ou incitation financière ne pourrait les convaincre de revenir. Ils ont décrit l'expérience comme une véritable menace pour leur vie, ont déclaré qu'ils avaient eu la certitude qu'ils allaient mourir dans ce creux. Vous ne pouvez pas discuter avec quelqu'un pour le sortir de ce genre de traumatisme. D'autres membres de l'équipe qui sont restés dans l'émission ont exigé des changements substantiels dans les protocoles de sécurité. Ils ont insisté sur la présence d'une sécurité armée pendant toutes les enquêtes nocturnes, sur des plans d'évacuation d'urgence pour chaque lieu sur un équipement de communication par satellite, fonctionnant quel que soit le terrain, et sur la présence de personnel médical sur place plutôt qu'au camp de base. Certaines de ces demandes ont été satisfaites, d'autres ont été jugées irréalisables ou trop coûteuses. Les acteurs eux-mêmes sont passés par différents processus pour faire face au traumatisme. Certains ont consulté pour un stress post-traumatique, d'autres ont intériorisé l'expérience et refusé d'en parler. La dynamique de l'équipe a changé. Il y avait moins de plaisanteries, moins de bravade, un nouveau courant de prudence sincère qui n'existait pas auparavant. Un membre de l'équipe qui a travaillé avant et après l'épisode interdit a pu constater le changement qui s'est opéré en eux lors des tournages suivants. Ils étaient plus sérieux, plus prudents, plus prompts à décider de quitter un lieu si cela ne leur convenait pas. L'expérience leur avait appris que les dangers pouvaient être réels, que leur sécurité n'était pas garantie, et elle avait fondamentalement modifié leur façon d'aborder les enquêtes. Plus important encore, l'incident a créé un fossé entre la société de production et les acteurs, en ce qui concerne la priorité donnée à la sécurité. Les acteurs estimaient que la production les avait poussés à continuer, malgré les signes avant-coureurs, qu'elle avait donné la priorité aux images plutôt qu'à leur bien-être. La production estimait que les acteurs auraient dû faire preuve de discernement et s'arrêter plus tôt. Cette tension n'a jamais été totalement résolue. La décision d'interdire définitivement la diffusion de l'épisode n'a pas été prise de manière impulsive ou à des fins publicitaires. Selon des sources impliquées dans le processus de décision, de multiples facteurs ont convergé pour rendre la diffusion de la séquence impossible d'un point de vue juridique, éthique et pratique. Les images brutes ont été examinées par le service juridique de la chaîne, par les cadres, par le personnel chargé des normes et pratiques, et par les avocats de la société de production, a expliqué un avocat spécialisé dans le divertissement qui connaît bien l'affaire. Ce qu'ils ont vu était véritablement troublant, des acteurs en détresse réelle, de vraies blessures survenant devant la caméra, une véritable terreur qui dépassait le cadre du divertissement pour devenir quelque chose d'exploitable à la diffusion. Les préoccupations juridiques portaient sur la responsabilité et le devoir de diligence. Les images montraient clairement que les signaux d'avertissement avaient été ignorés, que l'enquête s'était poursuivie malgré des dangers évidents et que le personnel de production avait encouragé la poursuite de l'enquête plutôt que l'évacuation. La diffusion de ces images pourrait exposer la chaîne à des actions en responsabilité, en particulier de la part de personnes blessées, et pourrait démontrer une négligence dans le devoir de diligence à l'égard des acteurs et de l'équipe. Les séquences contenaient également des éléments qui enfreignaient les normes de la radiodiffusion en matière de violence et d'intensité. De véritables souffrances humaines, de vraies blessures, des gens qui crient de terreur en pensant qu'ils pourraient mourir. Ce n'est pas un contenu de divertissement approprié, en particulier pour une émission qui est largement regardée, y compris par un public plus jeune. Il y a une différence entre la télévision dramatisée et les séquences documentaires sur des traumatismes réels. Un responsable de la chaîne a expliqué que Mountain Monsters est une émission de divertissement, pas un documentaire journalistique. Nous ne pouvons pas diffuser des séquences qui franchissent la ligne de la documentation en temps réel sur des personnes blessées et terrorisées. Ce n'est pas ce à quoi nos téléspectateurs souscrivent et ce n'est pas un divertissement défendable sur le plan éthique. Des considérations d'assurance ont également joué un rôle. Les assureurs de la chaîne ont examiné les séquences et indiqué que leur diffusion pourrait compliquer les demandes d'indemnisation liées aux blessures subies, pourrait être interprétée comme un aveu de négligence et pourrait avoir une incidence sur l'assurabilité de la production à l'avenir.
En outre, plusieurs membres de la distribution ont explicitement demandé que l'épisode ne soit pas diffusé. Ils estimaient que les séquences étaient trop personnelles, trop crues, trop révélatrices d'un véritable traumatisme qu'ils ne souhaitaient pas voir diffusé. Leurs souhaits ont pesé lourd dans le processus de prise de décision. En fin de compte, tous ceux qui ont examiné les images ont convenu qu'elles ne devaient pas être diffusées. La source a poursuivi en disant qu'il ne s'agissait pas d'un divertissement, mais de la documentation d'un désastre d'une production qui a perdu le contrôle d'une situation et qui a mis des gens en danger. La diffusion de ces images ne servirait à rien d'autre qu'à faire sensation, et elle risquerait de nuire à des gens qui ont déjà subi suffisamment de préjudice. L'épisode interdit des Mountain Monsters a eu des répercussions durables qui sont allées bien au-delà des conséquences immédiates, modifiant fondamentalement le fonctionnement de l'émission, les risques acceptables et ce que l'incident a révélé sur l'intersection parfois dangereuse de la télé-réalité avec des phénomènes authentiques. Les protocoles de sécurité ont été considérablement révisés à la suite de l'incident. Toutes les enquêtes ultérieures ont nécessité des séances d'information complètes sur la sécurité des procédures d'évacuation établies et une présence de sécurité armée lors des tournages de nuit dans des lieux éloignés. Le personnel médical devait se rendre sur place plutôt que dans des camps de base éloignés. Les équipements de communication ont été améliorés pour garantir un contact fiable indépendamment du terrain ou des interférences. Les acteurs eux-mêmes ont été changés à jamais par l'expérience. Dans les rares interviews où ils ont évoqué l'incident, ils l'ont toujours décrit comme l'expérience la plus effrayante de leur vie, pire que tout ce qu'ils avaient rencontré au cours de décennies de chasse de pistage et d'expériences en plein air dans la nature sauvage des Appalaches. Ce qui se trouvait dans ce creux n'était pas un animal, ce n'était pas un ours mal identifié ou une créature connue, a déclaré Wild Bill avec certitude. C'était intelligent, coordonné, malveillant. Il a démontré des capacités, le mimétisme, l'encerclement stratégique, l'assaut soutenu qui ne correspondent à aucun comportement animal que je connaisse. Je ne dis pas qu'il était surnaturel, mais je dis qu'il s'agissait de quelque chose pour lequel nous n'avons pas de classification. L'incident a soulevé des questions gênantes sur les monstres de montagne et les spectacles similaires. Quelle est la part du divertissement et celle de l'enquête véritable ? Quand la recherche d'une télévision captivante franchit-elle les limites de l'éthique pour mettre en danger les participants ? Quelle est la responsabilité des chaînes et des sociétés de production lorsqu'elles envoient des personnes dans des situations réellement dangereuses ? L'épisode Band a révélé que les légendes sont parfois fondées sur quelque chose de réel, a déclaré un ancien membre de l'équipe. Nous avons abordé ces enquêtes comme un divertissement, comme une histoire, avec des éléments dramatiques. Ce creux nous a montré qu'occasionnellement vous tombez sur quelque chose d'authentique, quelque chose de réellement dangereux, et si vous n'êtes pas préparé à cette éventualité, des gens sont blessés. Les séquences elles-mêmes restent enfermées, visionnées uniquement par ceux qui en ont besoin pour des raisons juridiques et administratives. Il n'y a eu aucune fuite, aucune copie pirate n'a circulé. Tous ceux qui les ont vues ont respecté l'accord selon lequel elles ne devaient jamais être rendues publiques, reconnaissant qu'elles témoignent d'un véritable traumatisme que les participants ne veulent pas revivre ou transformer en marchandises. Pour Mountain Monsters, en tant qu'émission, l'épisode interdit représente une ligne de démarcation entre l'avant et l'après. L'émission qui a émergé après était plus prudente, plus consciente des dangers réels, moins disposée à repousser les limites à la recherche de séquences dramatiques. On peut débattre de la question de savoir si cela a fait une meilleure ou une moins bonne télévision. Mais cela a indiscutablement rendu la production plus sûre. L'ultime héritage de l'épisode They Banned Forever est un rappel qui donne à réfléchir. Lorsque vous vous aventurez dans des endroits sombres à la recherche de l'obscurité, vous trouvez parfois exactement ce que vous cherchez, et parfois ce que vous trouvez est plus que vous ne pouvez gérer. Mountain Monsters a été diffusé pour la première fois sur Travel Channel en 2013, présentant aux téléspectateurs les enquêteurs des Appalaches sur les observations mystérieuses, l'équipe AIMS, un groupe de personnages rudes et colorés, qui s'aventurent dans les forêts denses et les creux reculés des Appalaches à la recherche de créatures légendaires. L'émission est devenue un phénomène culte adoré pour ses personnalités plus grandes que nature, ses chasses aux créatures spectaculaires, ses pièges élaborés et l'authentique camaraderie entre les membres de l'équipe qui semblaient plus proches de la famille que des collègues. Dirigé par feu John Trapper. Tice, l'équipe comprenait William Wild Bill Neff, Jeff
Jeff Headley, Joseph Huckleberry, Lot, Willie McQuillan et Jacob Bucklow. Ensemble, ils ont tout poursuivi des variantes du Bigfoot aux mystérieux canidés des diables légendaires aux cryptides inexpliqués propres au folklore des Appalaches. Les téléspectateurs n'ont pas seulement suivi les chasses aux créatures, mais aussi les personnalités distinctives de l'équipe, leurs accents prononcés, leur apparente intrépidité et les liens qu'ils ont tissés au fil des années de travail en commun. Mais derrière les caméras, loin des rencontres spectaculaires avec les créatures et des enquêtes nocturnes, les membres de l'équipe de Mountain Monsters ont été confrontés à des tragédies, des crises de santé, des controverses et des luttes personnelles que les fans n'ont jamais vues à l'écran. Ce qui est arrivé à ces hommes, à la fois pendant le tournage et dans les années qui ont suivi, est bien plus choquant et souvent plus déchirant que n'importe quelle rencontre avec un cryptide jamais diffusé. Il ne s'agit pas de la version aseptisée et axée sur le divertissement de leur histoire. Il s'agit de la réalité de ce qui se passe lorsque des gens ordinaires deviennent des personnalités de la télévision, lorsque des activités dangereuses sont menées pour le divertissement, lorsque des problèmes de santé sont ignorés au profit du prochain épisode, et lorsque la tragédie frappe un groupe soudé qui est devenu une famille. La vérité sur ce qui est réellement arrivé aux acteurs de Mountain Monsters implique des décès, des blessures graves, des problèmes juridiques, des querelles amères et des révélations qui ont amené les fans à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'émission. Ce qui suit est la vérité choquante, souvent dérangeante, sur le casting des Mountain Monsters, les histoires qui n'ont pas été diffusées, les tragédies qui ont changé l'équipe pour toujours, et la réalité derrière, l'une des émissions de télé-réalité les plus uniques et les plus controversées. L'événement le plus dévastateur dans l'histoire des Mountain Monsters a été la mort du leader de l'équipe John Trapper Tice le 24 janvier 2019, À 58 ans, Trapper est décédé soudainement laissant l'équipe et les fans anéantis. La cause officielle du décès n'a jamais été révélée publiquement, mais des sources proches de la famille ont indiqué qu'il s'agissait de causes naturelles. Sa mort a provoqué une onde de choc dans la communauté des Mountain Monsters et a laissé l'avenir de la série incertain. Trapper n'était pas seulement le chef d'équipe, il était le cœur de la série. Une source de la production a révélé que sa mort a laissé un vide qui ne pouvait pas être comblé. La dynamique entre les membres de l'équipe, la direction, l'énergie entière de la série a changé fondamentalement lorsqu'il est décédé. Ce qui a choqué les fans plus que la mort elle-même, c'est ce qui est apparu dans les mois qui ont suivi. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la santé de Trapper déclinait depuis un certain temps avant sa mort, qu'il présentait des symptômes et des problèmes de santé qui ont été ignorés ou minimisés pour que la production puisse continuer. Bien que ces rumeurs n'aient jamais été confirmées, plusieurs sources ont suggéré que les exigences physiques du tournage, les longues heures passées sur des terrains difficiles, l'exposition aux éléments, le stress des calendriers de production ont pu contribuer au déclin de sa santé. La réaction de la société de production a été encore plus controversée. Le tournage s'est poursuivi relativement rapidement après la mort de Trapper, l'équipe consacrant le reste de la saison à sa mémoire. Certains y ont vu un hommage touchant, d'autres une exploitation de la mort d'un membre de l'équipe à des fins d'audimat et de manipulation émotionnelle. L'équipe était dévastée, véritablement en deuil, a déclaré une autre source proche de la production. Mais il y avait des contrats, des calendriers, des attentes de la chaîne. La décision de poursuivre le tournage si peu de temps après sa mort a été controversée en interne. Certains membres de l'équipe ont estimé que c'était trop tôt, qu'ils avaient besoin de temps pour faire leur deuil. Le plus troublant, ce sont les allégations qui ont émergé, suggérant que Trapper avait fait part de ses inquiétudes concernant sa santé à l'équipe de production, mais qu'il avait été encouragé à continuer à travailler. Bien que ces allégations n'aient jamais été prouvées, et qu'elles aient été contestées par la chaîne, elles ont soulevé de sérieuses questions sur le devoir de diligence, sur la pression que subissent les participants à la télé-réalité, pour continuer à travailler malgré des problèmes de santé, et sur le coût humain de la production de divertissement. William Wild Bill Neff, l'un des acteurs les plus connus et les plus appréciés de l'émission, a été confronté à des problèmes juridiques choquants qui ont menacé à la fois sa liberté et son poste dans Mountain Monsters. En 2018, Wild Bill a été arrêté et inculpé d'agression à la suite d'un incident survenu à son domicile de Parkersburg, en Virginie-Occidentale. Selon les rapports de police et les documents judiciaires, Wild Bill a été impliqué dans une altercation domestique qui a donné lieu à une inculpation pour agression. Les détails de l'incident sont troublants, des allégations de violence physique au cours d'une dispute domestique
ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Wild Bill a été arrêté incarcéré et libéré sous caution dans l'attente de son procès. L'arrestation a pris de court les fans qui voyaient en Wild Bill ce gentil géant adorable dans la série, a noté un journaliste de divertissement qui a couvert l'affaire. Le contraste entre sa personnalité à l'écran et les allégations contenues dans le rapport de police a été choquant. Cette affaire a soulevé des questions sur ce que nous savons réellement des personnalités de la télé-réalité. Wild Bill a d'abord clamé son innocence, et son avocat a publié des déclarations qualifiant l'incident de malentendu disproportionné. Cependant, la procédure judiciaire a révélé une situation plus complexe. Finalement, Wild Bill a conclu un accord de plaidoyer qui impliquait de plaider coupable pour des charges réduites en échange d'une mise à l'épreuve de cours de gestion de la colère et d'autres conditions. Travel Channel et la société de production ont été confrontés à un dilemme, à savoir comment gérer un membre de l'équipe faisant l'objet de graves accusations criminelles. Dans un premier temps, Wild Bill a été discrètement retiré du tournage en attendant que l'affaire judiciaire soit résolue. Les fans ont remarqué son absence dans les épisodes et les spéculations sont allées bon train sur les raisons de la disparition de l'une des figures centrales de la série. Il a été question de retirer définitivement Wild Bill de la série, a révélé un initié de la production. Les dirigeants de la chaîne étaient préoccupés par l'aspect optique de l'emploi d'une personne accusée d'agression par les réactions négatives potentielles par les questions de responsabilité, mais il était aussi l'un des membres les plus populaires de l'équipe, et le retirer changerait fondamentalement la série. Finalement, après avoir rempli ses obligations légales, et une fois l'affaire résolue, Wild Bill est retourné à Mountain Monsters. La série n'a jamais abordé directement ces problèmes juridiques à l'antenne, bien que certains fans aient estimé que la chaîne avait la responsabilité de reconnaître ce qui s'était passé, plutôt que de prétendre que cela n'avait jamais eu lieu. Ce qui a choqué de nombreux fans lorsque les détails ont été révélés, c'est l'étendue des blessures graves subies par les membres de l'équipe lors des tournages. Les blessures ont été soit minimisées à l'écran, soit passées sous silence, soit abordées si brièvement que les téléspectateurs n'avaient aucune idée de leur gravité réelle. La réalité de l'investigation d'un terrain isolé et dangereux de nuit et avec une visibilité limitée est que les accidents se produisent et certains d'entre eux ont eu des conséquences durables. Jeff Headley, le chercheur et constructeur de pièges de l'équipe, a subi de nombreuses blessures graves pendant la durée de la série. Lors d'un incident de tournage qui n'a jamais été diffusé, Jeff est tombé d'environ 15 pieds d'un arbre atterrissant sur des rochers et souffrant de côtes cassées d'une commotion cérébrale et de graves contusions. L'incident a nécessité une hospitalisation et des semaines de convalescence, mais il n'a jamais été mentionné dans l'émission. La production a simplement filmé en son absence. La chute de Jeff était suffisamment grave pour que l'on se demande si le tournage devait être suspendu. Un membre de l'équipe a révélé qu'il avait eu de la chance de ne pas se casser le dos ou de ne pas souffrir de blessures permanentes, mais le calendrier de production ne s'arrête pas en cas de blessure, à moins qu'elle ne soit absolument catastrophique. Jeff a repris le tournage dès que les médecins l'ont autorisé à le faire, probablement avant qu'il ne l'ait fait. Willie McQuillan s'est gravement blessé au genou lors d'une enquête nocturne, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale et une longue rééducation. La blessure s'est produite lorsque Willie s'est tordu le genou en courant sur un terrain accidenté, dans l'obscurité, le genre de scénario qui se produit régulièrement pendant le tournage, mais auquel les téléspectateurs ne pensent pas. L'intervention chirurgicale et la convalescence ont été épuisantes et Willie a déclaré dans des interviews qu'il ressentait encore des douleurs chroniques dues à la blessure des années plus tard. « Nous faisons la nuit des choses qui seraient dangereuses », de jour a expliqué Willie lors d'une rare interview franche. Courir à travers les forêts, grimper des collines, naviguer sur un terrain avec peu de lumière, porter de l'équipement. Les gens voient cela à la télévision et cela ressemble à de l'aventure. En réalité, c'est physiquement pénible et dangereux. Chacun d'entre nous a été blessé à un moment ou à un autre. Buck Lowe a subi ce qu'il a décrit comme une petite alerte cardiaque pendant le tournage, mais qui s'est avérée plus grave qu'on ne le pensait au départ. Il a ressenti des douleurs thoraciques et un essoufflement pendant une enquête éprouvante et a été transporté à l'hôpital où les médecins ont découvert des problèmes cardiaques qui nécessitaient une surveillance continue et des changements de mode de vie. Le plus choquant est la révélation que ces blessures se sont produites malgré la présence de personnel de sécurité et de personnel médical sur le plateau. La nature de l'émission, le tournage de nuit dans des endroits isolés, la nécessité de réaction et de recherche authentique,
signifie que les protocoles de sécurité standards sont difficiles à mettre en œuvre sans compromettre le principe de l'émission. Joseph Huckleberry Lott, le spécialiste de la sécurité de l'équipe et l'un des membres les plus appréciés de l'émission, a été confronté à une crise de santé si grave qu'elle a failli le tuer. Une crise qui s'est produite pendant le tournage et qui a révélé à quel point les exigences physiques des monstres de montagne peuvent être dangereuses. Pendant le tournage de la 6e saison, Huckleberry a commencé à ressentir de graves symptômes, notamment une fatigue extrême, un essoufflement des douleurs thoraciques et des épisodes de quasi-effondrement. Initialement, Huckleberry et l'équipe de production ont attribué ces symptômes à l'épuisement, à la déshydratation ou aux exigences physiques d'un tournage dans des conditions difficiles. Le programme s'est poursuivi avec Huckleberry, qui s'est efforcé de surmonter ces symptômes pour mener à bien les investigations prévues. Huck est un dur à cuire de la vieille école, le genre d'homme qui ne se plaint pas et ne veut pas être perçu comme un faible, a expliqué un membre de l'équipe. Il était clairement en difficulté physique, mais il l'a minimisé, a dit qu'il allait bien à insister pour continuer. Avec le recul, nous aurions dû insister pour qu'il se fasse soigner immédiatement. La situation a atteint un point critique lorsque Huckleberry s'est effondré pendant le tournage. Les services médicaux d'urgence ont été appelés et il a été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ont découvert qu'il souffrait de graves problèmes cardiaques qui auraient pu entraîner une crise cardiaque fatale s'il n'avait pas été traité. Il a nécessité une intervention immédiate, une hospitalisation et des soins cardiaques continus. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie, a révélé Huckleberry dans une interview ultérieure. Mon cœur était en mauvais état et le fait de me pousser physiquement comme je le faisais pour l'émission était en quelque sorte une bombe à retardement. Si j'avais continué sans traitement, je n'aurais probablement pas pu terminer la saison. L'incident a soulevé de sérieuses questions sur le dépistage et le suivi médical des acteurs, sur la pression exercée pour continuer à travailler malgré les symptômes et sur la responsabilité des sociétés de production de donner la priorité à la santé plutôt qu'au calendrier de tournage. Huckleberry a pris congé de l'émission pour se rétablir et apporter les changements nécessaires à son mode de vie, mais son expérience de mort imminente a mis en lumière les dangers physiques très réels auxquels l'équipe est confrontée. Ce qui a choqué les fans qui ont appris toute l'histoire, c'est que la crise de santé de Huckleberry a été à peine abordée dans l'émission. Il a été brièvement mentionné qu'il avait besoin d'un congé pour des raisons de santé, mais la gravité de son état et le fait qu'il ait été à 2 doigts de mourir n'ont jamais été révélés aux téléspectateurs qui se souciaient de lui. Alors que Mountain Monsters présente l'équipe comme une famille unie avec de forts liens d'amitié et de loyauté, la réalité dans les coulisses a parfois été beaucoup plus conflictuelle. D'anciens membres de l'équipe et des sources proches de la production ont révélé des querelles, des tensions et des conflits entre les membres de l'équipe qui ont été soigneusement supprimés afin de préserver la dynamique familiale de l'émission. L'une des tensions les plus importantes concernait des désaccords sur la part de l'émission qui était scénarisée ou mise en scène par rapport à l'enquête réelle. Certains membres de l'équipe se seraient sentis mal à l'aise face à des intrigues de plus en plus élaborées et à des éléments théâtraux qui s'éloignaient de l'idée de départ de l'émission, à savoir une enquête légitime sur les cryptides. D'autres ont privilégié les aspects divertissants, estimant que l'engagement des téléspectateurs nécessitait une narration dramatique. Un ancien membre de l'équipe a révélé qu'il y avait de réelles différences philosophiques sur ce que devait être l'émission. Certains voulaient qu'elle soit aussi authentique que possible, une véritable enquête avec les résultats qu'ils obtiendraient. D'autres ont compris qu'il s'agissait de télévision, qu'il fallait des histoires et des moments dramatiques pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs. Ces différences ont créé des tensions. Des conflits sont également apparus à propos du temps d'écran et de la place accordée à la série dans la narration. Alors que certains membres de l'équipe devenaient les favoris des fans et étaient davantage mis en avant dans les épisodes, d'autres se sentaient mis à l'écart ou sous-utilisés. Cela a créé du ressentiment et de la compétition qui se sont parfois traduits par une dynamique difficile sur le plateau. La télé-réalité fait ressortir l'ego et la compétitivité, a expliqué un assistant de production qui a travaillé sur plusieurs saisons. Lorsque certains sont reconnus en public suivis par les médias sociaux, deviennent les visages de l'émission, alors que d'autres ont l'impression de n'être qu'en arrière-plan, cela crée des problèmes. Il y a eu des périodes où certains membres de l'équipe ne se parlaient pas hors caméra. Les différends financiers ont également contribué aux tensions. Au fur et à mesure que Mountain Monsters rencontrait le succès et générait des revenus importants, des questions se sont posées sur la manière dont ces revenus étaient répartis entre les membres de l'équipe.
Certains ont estimé que la structure de rémunération était inéquitable, que certains membres recevaient une rémunération disproportionnée par rapport à leur contribution. Plus grave encore, il a été allégué qu'un membre de l'équipe avait été prié de quitter le spectacle en raison de problèmes de comportement et de conflits avec d'autres membres de l'équipe et de l'équipe, alors que les détails n'ont jamais été rendus publics, et que le départ de l'individu a été attribué à des raisons personnelles. Des sources indiquent qu'il s'agissait en fait d'un départ forcé dû à des conflits irréconciliables. Rien n'a peut-être plus choqué les fans de Mountain Monsters que les révélations sur la mesure dans laquelle l'émission est mise en scène, scénarisée et manipulée. Des révélations qui remettent en question l'authenticité des rencontres avec des créatures, des preuves et des enquêtes que des millions de téléspectateurs croyaient authentiques. D'anciens membres de l'équipage ont raconté en détail comment les épisodes sont construits. Selon ces sources, les enquêtes sont planifiées à l'avance avec des résultats prédéterminés. Les lieux où les preuves seront trouvées sont repérés à l'avance. Des bruits de créatures et des indices, tels que des traces ou des poils, sont parfois placés pour que l'équipe les découvre. Les pièges élaborés que l'équipe construit sont construits en sachant parfaitement qu'ils n'attraperont rien. L'émission suit une formule. Un ancien assistant de production a expliqué que l'équipe arrive, interroge les habitants qui rapportent des observations enquêtes et trouve des preuves qui font monter la tension. Ils ont une rencontre nocturne dramatique avec des sons ou de brefs aperçus. Ils construisent un piège, le piège échoue, mais ils ont rassemblé des preuves qui leur permettent de continuer à enquêter. Chaque épisode suit ce schéma, parce qu'il est scénarisé de cette manière. Le plus accablant, ce sont les allégations selon lesquelles les images thermiques et les brèves apparitions de créatures qui apparaissent dans les épisodes sont parfois créées en utilisant des membres de l'équipe en costume, des images de synthèse ou des séquences délibérément ambiguës présentées comme des preuves définitives. De nombreuses sources ont décrit des techniques de tournage conçues pour créer l'impression de rencontre avec des créatures alors qu'il ne se passe rien d'inhabituel en réalité. Il est arrivé que nous filmions pendant des jours et que nous n'obtenions absolument rien à révéler un caméraman. Aucun bruit inhabituel, aucune preuve, rien. Mais on ne peut pas diffuser un épisode où l'on cherche et où l'on ne trouve rien. Les séquences sont donc manipulées, des sons sont ajoutés en post-production, des images ambiguës sont présentées comme des preuves significatives. C'est de la télévision, pas un documentaire. Le plus choquant pour les fans a peut-être été d'apprendre que certaines des réactions les plus dramatiques et des réponses les plus effrayées de l'équipe sont jouées plusieurs fois sous des angles différents. Lorsque l'équipe s'enfuit d'une zone apparemment terrorisée, on lui demande souvent de recommencer pour obtenir une couverture supplémentaire, ce qui nuit à la spontanéité et à l'authenticité du moment. Les membres de l'équipe eux-mêmes ont donné des avis contradictoires sur l'authenticité de l'émission, certains la défendant comme une enquête légitime et d'autres reconnaissant qu'il s'agit d'une télévision de divertissement qui prend des libertés créatives. Cette incohérence a alimenté la controverse et laissé les fans dans l'incertitude quant aux aspects de l'émission, s'il y en a qui sont authentiques. Au-delà des blessures et des conflits directement liés au tournage, les acteurs de Mountain Monsters ont été confrontés à des tragédies personnelles dévastatrices et à des pertes familiales qui les ont profondément affectés. Des pertes dont les téléspectateurs n'ont que peu ou pas entendu parler parce qu'elles se sont produites en dehors de l'écran ou qu'elles sont restées privées par respect pour les familles concernées. Wild Bill a perdu son père pendant la durée de la série, un décès qui l'a profondément affecté mais qui n'a jamais été abordé à l'écran. Selon ses proches, Wild Bill a dû faire face à cette perte sur le plan émotionnel, notamment parce que ses engagements de tournage ne lui laissaient que peu de temps pour surmonter la mort de son père avant de reprendre le travail. Jeff Headley a été confronté à sa propre tragédie familiale lorsqu'un proche parent est décédé de manière inattendue. La perte s'est produite pendant le tournage d'une saison, et Jeff a dû prendre la décision difficile de prendre un congé pour être avec sa famille, ou de continuer à honorer ses obligations contractuelles envers l'émission. La pression pour continuer à travailler combinée au chagrin et à l'agitation émotionnelle a fait des ravages. Ces gens sont de vraies personnes avec de vraies familles et de vraies pertes, a fait remarquer un membre de l'équipe, mais les calendriers de production ne tiennent pas compte du chagrin. Il y a une brève période de condoléances, peut-être quelques jours de repos, puis c'est le retour au travail parce qu'il y a des échéances, des engagements de la chaîne des obligations contractuelles. C'est inhumain à bien des égards, mais c'est la réalité de la production télévisuelle.
Huckleberry a dû faire face à de graves problèmes de santé dans sa famille proche, y compris la crise médicale d'une épouse qui a nécessité des soins et un soutien considérable. Concilier son engagement envers Mountain Monsters et ses responsabilités envers sa famille a créé un stress énorme et a imposé des choix difficiles en matière de priorité. Buck a connu des difficultés financières pendant les périodes où l'émission n'était pas tournée, luttant pour joindre les deux bouts pendant les longs intervalles entre les saisons. La télé-réalité fournit rarement un revenu régulier tout au long de l'année, et pour les membres de l'équipe qui ne sont pas riches, les salaires irréguliers peuvent créer une grave instabilité financière. Buck a été franche dans les interviews sur les difficultés financières et sur le stress que cela engendre, en particulier lorsqu'il faut faire face à des obligations familiales. Le plus déchirant a été d'apprendre que Trapper lui-même avait été confronté à des problèmes familiaux dans les années précédant sa mort, notamment des problèmes de santé affectant ses proches et des difficultés personnelles qui lui pesaient lourdement. Ceux qui l'ont bien connu disent qu'il portait des fardeaux que les fans n'ont jamais vus, présentant un visage joyeux et confiant devant la caméra, alors qu'il était confronté à des difficultés dans sa vie personnelle. Ce qui est souvent négligé dans les discussions sur la télé-réalité, c'est l'impact psychologique de la célébrité soudaine de la surveillance publique et de la confusion entre la vie privée et la personnalité publique. Pour les acteurs de Mountain Monsters, le succès de l'émission a été synonyme de reconnaissance et d'opportunités, mais aussi de difficultés qui ont pesé sur leur santé mentale et leur bien-être personnel. Plusieurs d'entre eux ont parlé de la difficulté d'être constamment reconnus en public, de voir leur vie privée s'éroder, de faire face à des fans qui ont des attentes quant à leur personnalité sur la base des images télévisées montrées. Pour des hommes qui vivaient une vie relativement tranquille, dans de petites communautés des Appalaches, avant l'émission, la célébrité soudaine a été déstabilisante et souvent malvenue. On ne peut pas aller à l'épicerie sans que les gens veuillent des photos et des autographes, a expliqué un membre de la troupe. Au début, c'est flatteur, mais cela devient épuisant. On n'est jamais à l'écart, on ne se contente jamais d'être soi-même, on s'attend toujours à ce que l'on soit le personnage de la série. La pression psychologique liée au maintien de la narration de l'émission a également été difficile à supporter. Les membres de l'équipe ont expliqué qu'ils se sentaient obligés de perpétuer des histoires et des affirmations avec lesquelles ils n'étaient pas tout à fait à l'aise, ce qui a créé un conflit interne entre les obligations professionnelles et l'intégrité personnelle. Cette dissonance cognitive qui consiste à présenter au public des choses dont on sait qu'elles ne sont pas tout à fait vraies a des conséquences sur la santé mentale. Vous commencez à remettre en question votre propre authenticité, a admis un membre de l'équipe dans un moment de franchise. Lorsque vous jouez une version de vous-même devant les caméras, lorsque vous dites des choses que vous n'êtes pas sûr de croire, parce qu'elles figurent dans le scénario, lorsque votre vie réelle et votre vie télévisuelle se mélangent constamment, cela vous perturbe. Les médias sociaux ont ajouté une autre couche de stress psychologique. Les membres de la distribution sont constamment soumis à un examen minutieux, à des critiques, à des accusations d'imposture et parfois à des commentaires hostiles ou injurieux de la part des sceptiques et des critiques. Bien qu'ils reçoivent également le soutien de leurs fans, l'attention négative peut être accablante et nuire à l'estime de soi et au bien-être mental. L'horaire de travail irrégulier de la télé-réalité crée également une instabilité qui affecte la santé mentale. De longues périodes de tournage intensif, suivies de mois d'incertitude quant au renouvellement de l'émission, à l'existence d'une nouvelle saison, aux revenus, ce cycle d'insécurité de l'emploi crée un stress et une anxiété chronique. Le statut actuel des acteurs de Mountain Monsters et l'avenir de l'émission restent incertains, chaque membre de l'équipe étant confronté à des circonstances et à des relations différentes avec la production qui les a rendus célèbres. Après la mort de Trapper, Buck Lowe a assumé le rôle de leader pour les saisons suivantes. La transition a été difficile car le style de leadership de Buck diffère de celui de Trapper, et remplir ses chaussures s'est avéré difficile tant sur le plan logistique qu'émotionnel. Buck a accepté le rôle, mais a été franc quant au poids de la responsabilité et à l'impossibilité de remplacer véritablement Trapper. Wild Bill continue à participer au spectacle après avoir résolu ses problèmes juridiques et avoir apparemment dépassé cette période difficile. Il reste l'un des membres les plus reconnaissables et les plus populaires de l'émission, bien qu'il soit devenu plus discret sur sa vie privée et plus prudent lors de ses apparitions suite à la publicité négative de son arrestation. Jeff Headley reste actif avec Mountain Monsters en tant que chercheur et concepteur de pièges de l'équipe. Il a également développé une activité parallèle en construisant des structures personnalisées et a trouvé des moyens de tirer parti de son exposition à la télévision
pour d'autres opportunités de revenus, reconnaissant que la célébrité de la télé-réalité est temporaire et qu'il est essentiel d'avoir des plans de secours. Huckleberry est revenu dans l'émission après sa crise de santé, mais avec des responsabilités modifiées qui tiennent compte de ses limitations physiques. Il s'est exprimé sur l'importance de donner la priorité à la santé plutôt qu'au travail et a encouragé les autres membres de l'équipe à prendre les symptômes médicaux au sérieux et à ne pas sacrifier leur bien-être à la production télévisuelle. Willie McQuillan continue à participer à l'émission tout en poursuivant ses autres activités professionnelles. Il a été l'un des membres de l'équipe qui a le plus gardé les pieds sur terre, estimant que l'émission était un travail plutôt qu'une identité et séparant largement sa vie personnelle de son personnage télévisuel. L'émission elle-même a continué à être produite, bien que les taux d'audience aient baissé par rapport aux niveaux les plus élevés et que l'avenir, au-delà des saisons contractuelles actuelles, reste incertain. Les priorités de programmation de la chaîne de voyage ont changé et Mountain Monsters doit faire face à une équipe vieillissante, à une diminution de la nouveauté et à un scepticisme croissant des téléspectateurs quant à l'authenticité de l'émission. La réalité est que cette émission ne durera pas éternellement. Un membre de l'équipe a reconnu que nous avons eu un bon parcours, mais que toutes les émissions de télé-réalité ont une durée de vie limitée. Nous nous préparons pour la suite en essayant de construire des choses qui nous soutiendront lorsque Mountain Monsters s'arrêtera. L'héritage de Mountain Monsters est complexe. Une émission qui a diverti des millions de personnes, qui a mis en lumière la culture et le folklore des Appalaches, qui a créé des opportunités pour ses acteurs, mais qui a aussi eu des coûts que les téléspectateurs n'ont jamais vus. La vérité choquante sur ce qui est réellement arrivé aux acteurs révèle la réalité humaine qui se cache derrière la télé-réalité. De vraies blessures, de vrais conflits, de vraies tragédies, de vraies luttes avec l'authenticité et la santé mentale. Ces hommes sont devenus des personnalités de la télévision, mais ils sont restés des êtres humains faisant face à tous les défis auxquels les humains sont confrontés. Souvent, alors que les caméras tournaient et que les calendriers de production exigeaient qu'ils continuent à se produire indépendamment de ce qu'ils vivaient personnellement.